Let's go. First question. Can you tell us about... Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Mon parcours. De l'école au début de ta naissance à maintenant même. Mais attends, comment ça, mon parcours Ouais. Mon parcours personnel, ma vie, mon enfance, mon... C'est ça. Quelque chose que tu as envie de dire par rapport à ça? Mon parcours. Bon, je suis né à Paris, il y a 62 ans. C'est difficile ça. Je suis né à Paris il y a 62 ans, d'un père travaillant dans la finance, en bourse, et d'une mère kinésithérapeute. Je suis l'aîné de 4 enfants, les 3 enfants suivants étant des filles, je suis le seul garçon. C'est très difficile, je suis très étonné de... J'ai jamais fait ça, je crois. J'ai fait une scolarité normale jusqu'au bac, on va dire, en étant plutôt bon élève, plutôt très bon élève même, mais en ayant très peu de copains. Ça, c'était clair à l'école primaire. Ça a été vrai à peu près jusqu'à la seconde. À la seconde, j'ai commencé à me faire des copains. En seconde, j'ai commencé à me faire des copains, et en première et en terminale après. Et j'habitais toute mon enfance, j'ai habité en grande région parisienne, entre Versailles et Rambouillet. Et ensuite, à l'âge de 16 ans, après avoir habité Paris 4-5 ans au début, juste après ma naissance, on est revenu en famille à Paris quand donc j'avais 16 ans. Et je suis rentré dans un autre établissement pour faire ma première et ma terminale au collège Stanislas à Paris, près de Montparnasse. Et puis là, je ne savais absolument pas quoi faire. Comme études supérieures, j'ai fait un bac, j'ai fait différents trucs. J'ai fait une seconde C, mais je n'étais pas admis en première C, donc j'ai fait une première A parce que je voulais passer en première. Mais comme je voulais quand même aller en C, j'ai redoublé ma première en C. Et comme j'étais pas assez bon pour passer en terminale C, je suis passé en terminale D. Et j'ai eu mon bac D, donc avec 200 sur 400, c'est-à-dire 10,00. Et j'étais très content. Et j'avais été admis en prépa HEC entre-temps, dans ce même collège Stanislas, qui est une très bonne prépa. Et ça, c'était avant mon bac, donc l'admission en prépa, ça se faisait au mois de, avril, mai, quelque chose comme ça, maximum, sur dossier. Et donc j'ai eu une grande joie dans ma vie à 18 ans, c'est effectivement d'avoir mon bac et d'être admis en prépa HEC, c'était quand même une grosse victoire ça. Parce que c'était pas du tout évident, j'avais quasiment rien foutu de toute ma scolarité. Et j'étais très fier. Je suis rentré en prépa et là j'ai commencé au bout de 15 jours, 3 semaines. Je vais aller plus vite un petit peu parce que si on est à la prépa au bout d'un quart d'heure, ça va prendre un peu trop de temps, je pense. Mais j'ai commencé à ne rien faire en prépa. C'est-à-dire j'ai dû travailler, 15 jours, 3 semaines. Tout le monde a été dans sa chambre parce qu'en plus j'étais interne. Mes parents m'avaient proposé d'être interne alors qu'on habitait Paris, mais pour travailler davantage, pour être dans un cadre plus structuré. Et c'était sans doute une idée tout à fait intéressante et généreuse. Mais il s'est trouvé que j'étais très content dans ma chambre, effectivement. Et qu'au bout de 3 semaines, je me suis barré. Je suis allé faire le tour de ce qu'on pouvait faire la nuit à Paris. Alors tout le monde s'acharnait sur ces bouquins d'histoire géo-économique, de maths et autres. Moi, je n'ai rien fait de l'année ou quasiment. Enfin, j'ai rien fait, j'ai fait d'autres choses, mais j'ai absolument pas travaillé. Et en revanche, ce qui est assez significatif peut-être, c'est que j'avais quand même ce souci d'être conforme, puisque j'ai passé tous les concours, je suis allé à toutes les épreuves, et comme j'avais souvent rien à dire, rien à raconter par rapport au sujet qui était posé, j'écrivais des brouillons, j'écrivais des trucs, et j'écrivais n'importe quoi, qui n'avait strictement rien à voir avec la question posée, mais j'écrivais, et éventuellement je rendais même des copies,
Et je passais le temps nécessaire sur l'épreuve de 4 heures. Je ne partais pas avant 3h30, 3 ou 4 heures moins le quart de temps pour être conforme à tous mes petits camarades qui passaient les concours en même temps que moi. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, je trouve, avec le recul. Et puis j'ai fait une deuxième année de prépa qui m'a permis, donc je suis ramassé à tous les concours évidemment. J'ai fait une deuxième année de prépa dans une boîte privée, où là j'ai eu vaguement une vague école de commerce que j'ai faite en 7 ans au lieu de 3, en comptant mon service militaire quand même. C'est-à-dire que j'ai mis le double du temps nécessaire. J'ai commencé une année, je ne l'ai pas fini, j'ai arrêté, j'ai recommencé, etc., etc. Mais un peu quand même déterminé, je suis allé jusqu'au bout. Et donc je me suis retrouvé à 25, 26 ans avec un diplôme d'école de commerce de qualité très moyenne. Et là j'ai commencé ma vie professionnelle un peu dans les vapes. C'est-à-dire que je ne savais pas quoi faire, j'avais envie de rien de particulier. Je suis rentré dans une petite société d'informatique où j'ai passé 5 ans. Dans des fonctions de ce qui s'appelait ingénieur. Je fabriquais un guide de produits logiciels, c'est-à-dire c'était l'époque où apparaissaient les progiciels, c'est-à-dire les produits standards, enfin j'ai l'impression de parler du Moyen-Âge là, mais aujourd'hui un progiciel, je ne sais même pas si on appelle ça un progiciel, on appelle ça un logiciel aujourd'hui. Il y avait les logiciels spécifiquement développés, et puis les progiciels, c'était des trucs fermés, produits, quoi. Donc progiciel, c'était la contraction de produits et de logiciels. Et cette association, puisque c'était une association, travaillait dans l'évaluation de ces logiciels pour les grandes entreprises qui étaient membres de l'association en question, de façon à ce qu'elles se renseignent sur quels étaient les bons produits à acheter et les mauvais à éviter. Et puis, au bout de 5 ans où je m'étais beaucoup ennuyé, avant ces 5 ans, avant la fin de ces 5 ans, étant donné que je faisais depuis l'âge de 18 ans pas mal de bateaux, de voiles, j'ai eu l'opportunité, je faisais de la voile et puis je faisais de la course au large, enfin des régates, des courses en Manche l'été, entre la France et l'Angleterre, enfin des courses de bateaux, quoi. Et j'ai eu l'opportunité de faire une grande course à la fin de l'année 84, non, à l'été 84, qui était l'été de la naissance de ma fille aussi d'ailleurs. Et j'ai participé à une course qui s'appelle Québec-Saint-Malo, donc une course entre Québec et Saint-Malo sur un voilier, sur un grand bateau, qui m'a enthousiasmé, évidemment. Et quelques temps après, ça c'était encore pendant que j'étais dans cette boîte d'informatique, et quelques temps après, on m'a demandé de partir, parce que on m'a demandé de partir de cette société, donc je suis parti. J'ai passé un certain temps au chômage. Non, j'étais en train de me demander si c'était intéressant ce que je vous racontais. J'ai passé une petite année à rechercher du boulot, mais je vais accélérer un tout petit peu. Je ne vais pas accélérer, je vais sauter des étapes. Ouais, non, je ne vais pas forcément sauter les étapes, mais je vais en quelques mots vous dire le parcours que j'ai fait, et puis je reviendrai dessus après si vous voulez, de façon à ce qu'on ait quand même une idée d'ensemble un petit peu plus rapidement. Donc, accélération, j'ai passé dans la foulée 8 ans dans une société de luxe qui s'appelle Cartier, dans des fonctions marketing, commercial, développement international à la fin, etc. Tu t'ennuyais là-bas aussi ou pas du tout? Pardon? Tu t'ennuyais là-bas aussi ou moins? Oui, je me suis ennuyé dans tous mes boulots. D'accord. Je me suis ennuyé dans tous mes boulots, c'est-à-dire que je ne savais pas ce que je faisais là. Je ne comprenais pas bien comment ça marchait. Or, je souhaitais absolument comprendre comment ça marchait. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me satisfaire de faire quelque chose si je ne savais pas à quoi c'était destiné, ce qu'en pensait mon patron direct, quelle était l'utilité du truc, comment ça se situait, enfin, comprendre la machine, les rouages de la machine dans son ensemble. Je me souviens très bien, c'est ça qui me... Et donc très très vite, je me lassais de ce que j'avais à faire, parce que personne ne m'expliquait la logique du truc, et que personne ne m'associait évidemment au raisonnement qui fondait la nature de mon job ou les exigences qui m'étaient formulées, etc., etc. Donc c'était une espèce d'incompréhension foncière que je ne supportais pas. Et comment tu as tenu du coup? Ben, j'ai pas tellement tenu.
J'ai pas tellement tenu, j'ai changé plusieurs fois de job, enfin j'ai changé plein de fois de job. Dans cette boîte-là, chez Cartier, je suis resté très longtemps, je suis resté 8 ans, mais j'ai fait des jobs différents. J'ai d'abord travaillé dans les usines, comme assistant du directeur industriel. Ensuite, je me suis occupé de sous-traitance industrielle pour d'autres marques de luxe, c'est-à-dire qu'on essayait de vendre à d'autres marques de luxe le savoir-faire de Cartier pour leur faire fabriquer des stylos, je sais pas quoi, des objets en métal et autres, dans le domaine d'une diversification. Et puis ensuite, je me suis occupé d'export, où j'étais donc voilà, j'étais à l'exportation pour m'occuper du développement de pays dans lesquels il n'y avait pas de filiale. Ensuite, j'ai brièvement dirigé un monument historique. Ensuite, je me suis occupé de marketing pour la Coupe América, ensuite coupe de voile aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un truc qui m'intrigue. Comment... Je suis passé de l'un à l'autre. Ouais, voilà. Par contact à chaque fois, par relation. Okay. Oui, par relation. Tu avais un relationnel oui. fourni et facile. Oui, oui, facile de contact en tout cas. Après, plus difficile dans la capacité à ne rien dire. Je m'explique. Par rapport au contact, il y a quelque chose qui m'a toujours stressé terriblement dans le monde professionnel, c'est les réunions et les cocktails, entre guillemets, avant. Bonjour, et comment allez-vous? Oui, alors moi je m'occupe de ça dans... Ah, c'est très intéressant, d'ailleurs j'ai vu que je suis incapable, ça me pétrifie, ça me donne envie de foutre le camp. Et donc j'ai un très bon contact, oui, chien. Mais après, s'il s'agit de faire du blabla comme ça, Et ça, c'est un vrai problème dans le monde professionnel. Je me suis encore retrouvé là-dedans il y a quelques jours, là, tout à fait par hasard. Alors j'ai pris avec... Maintenant que je sais que je fonctionne différemment, ça m'a permis effectivement un grand apaisement par rapport à ça. C'est-à-dire que je ne cherche pas absolument à faire comme tout le monde et à me mouler dans le moule. Je reste éventuellement dans mon coin et ça se passe très bien aussi. Et tu fais quoi dans ce cas-là? T'es dans tes pensées ou tu regardes? Non, je regarde, j'observe, j'écoute. Et puis quelqu'un vient vers moi, non, ça s'est passé, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais moi je serais allé vers personne, enfin c'était tous des gens qui se connaissaient, j'étais là invité un peu par hasard. Moi je n'étais même pas invité d'ailleurs, bon bref. Pas rentrer dans les détails, ça n'a aucun intérêt. Mais... Donc voilà, je suis passé d'un job à l'autre, effectivement, à chaque fois par relation, oui, par contact. Et quelle était, justement, dans ces différents moments, ta vision de toi-même par rapport à tes compétences, justement? Je me suis toujours trouvé incompétent. J'ai toujours eu un complexe de compétences, d'imposture, d'une certaine manière, que je pouvais justifier par le fait que je ne travaillais pas comme les autres, ou que je ne travaillais pas assez, ou que je ne travaillais pas assez vite, ou que j'avais l'impression que ça n'avait pas grand intérêt. Je me souviens très bien, quand j'ai pris un de mes postes dans une boîte, j'ai dit à ma petite amie de l'époque, ça dans 3 mois j'aurais tout compris. Et en fait, j'avais peut-être tout compris d'une certaine manière, mais en fait, je me suis fait sortir parce que ce que j'avais compris, c'était peut-être pas ce qui m'était demandé. Et donc, c'était sans doute à la fois très, 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 très suffisant, ou très arrogant, ou très, très prétentieux. Mais en même temps, j'avais effectivement ce sentiment que c'était pas très difficile à comprendre, quoi. Mais je ne saurais pas l'expliquer, je ne saurais pas dire oui parce que je sais que nanana, et c'était un truc intuitif, donc peut-être que je me plantais complètement en disant que j'avais tout compris ou que je pouvais tout comprendre. Mais en tout cas, c'était mon sentiment, encore une fois peut-être très prétentieux, mais en tout cas, c'était pas le sentiment des gens pour lesquels je travaillais, puisque... Et ça a déjà été le cas de gens avec qui tu as travaillé, justement, qui te fassent un retour sur ton travail ou tes compétences, comme quoi ça collait vraiment avec ce qui était demandé?
En ce moment, oui. Et en ce moment, c'est dans quoi? En ce moment, je travaille pour un ami d'amis qui est journaliste portugais et qui écrit un bouquin sur les Portugais résistants dans la résistance française, enfin dans la résistance internationale pendant la dernière guerre. Et donc je vais à Vincennes, au fort de Vincennes, tous les jours pour éplucher des dossiers de résistants portugais. Je les épluche, je prends des notes, je prends des photos, et puis à la suite de ça, je fais un dossier par résistant, avec une petite synthèse de quelques lignes de ce que j'ai compris, lu, etc. Et puis, selon les cas, 2 à 20 photos des documents en question que j'envoie à mon copain portugais. Ça te plaît? Comment? Ça te plaît? Oui, ça m'intéresse intellectuellement, relativement. En même temps, c'est un peu lassant et un peu fastidieux. J'ai dû en faire 150 aujourd'hui. Bon, je ne vais pas dire que c'est toujours la même chose, puisqu'à chaque fois, là, ce qui m'ennuie, c'est de ne pas me servir ensuite de cette matière, parce que c'est pas moi qui vais faire quoi que ce soit. Ensuite, j'ai fait, donc après ces trucs de Coupe América et autres, j'ai fait des ressources humaines pendant 3 ans. J'ai fait de la chasse de tête dans un cabinet de chasse de tête, du recrutement. Et puis, j'ai repris des études. Après ma petite école de commerce qui me complexait, je voulais reprendre des études. J'avais une soif terrible d'études et puis d'être à l'université, en fait, d'être en fac. Je ne connaissais pas la fac et j'avais envie, et j'avais quand même 40 ans passés à ce moment-là. Ça devait être en 2000. C'était en 2000, donc j'avais 46 ans. Et j'ai fait en même temps, parce qu'un seul truc, ça me paraissait un petit peu trop court, quoi. J'ai fait en même temps un master de ressources humaines à Dauphine, non pas à Dauphine, à l'IAE de Paris. Et en même temps, j'ai fait une formation de skipper professionnel, parce que la mer ne m'avait pas quitté, au Havre. Donc je vivais au Havre dans une école maritime, comme en service militaire, d'ailleurs c'était une ambiance absolument incroyable, pour faire ces cours de voile professionnel. Et tous les mardis et tous les jeudis soirs, je faisais un aller-retour au Havre, à Paris, pour suivre mon DESS de ressources humaines ainsi que le CNI. Donc ça, je l'ai fait pendant 6 mois, ces allers-retours, jusqu'à la fin de cette formation au Havre. Et mon DESS, je l'ai fait sur 2 ans. Et puis à la fin de mon DESS, j'en avais pas assez, donc j'ai fait un DEA de sociologie. Et j'ai fait en même temps 2 DEA de sociologie en même temps, en fait, parce que je n'arrivais pas à choisir. Et ça t'a intéressé vraiment? Ah oui, les ouais, sujets passionné, t'ont passionné. Je suis passionné, ouais. Et c'était la première fois du coup que tu trouvais vraiment des sujets qui te passionnent autant, parce que tu disais avant que tu t'ennuyais beaucoup dans tout ce qui était scolaire, etc., ou ce que tu avais pu traverser, tes boulots. Oui, mais là, la sociologie, j'en avais envie quand j'avais 20 ans, je me souviens, ou peut-être même, oui, pendant mes études, je ne sais pas pourquoi, enfin, je ne sais pas pourquoi, si, ça m'a toujours passionné de savoir comment les gens fonctionnent, comment les choses se font, bref, la sociologie m'intéresse aussi, qui ils sont, pourquoi, etc. La dimension, l'étude sociologique m'intéresse énormément, et ça a toujours été le cas. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas? Mais en même temps, j'étais toujours, comment dire, à la recherche d'autres types d'études. Lorsque j'étais notamment dans ce groupe de luxe, j'ai voulu refaire des études, j'ai voulu faire un MBA. Et je me suis préparé à ça. J'ai préparé le MBA d'HEC, j'ai préparé l'INSEAD. Je ne sais pas si vous dit quelque chose, c'est un truc international à Fontainebleau, où je me suis ramassé 2 fois, alors que j'avais fait un travail mais colossal, vraiment. J'avais bossé comme un âne pendant 2 ans. J'avais rencontré des gens, j'avais fait mes dossiers, j'avais préparé les tests du GMAT et autres, ces tests en anglais de compréhension à la fois linguistique et mathématique. Pourquoi ça n'a pas marché à ton avis? Parce que j'étais dans le cirage. Je pense que je n'étais pas adapté. Et la femme qui dirigeait les inscriptions, parce que j'ai fait même un truc, je suis allé au forcing
pour la dernière fois, j'y suis au forcing, c'est-à-dire je suis allé la voir sans rendez-vous, parce que j'avais entendu dire que ça pouvait se faire, pour quand on était vraiment motivé, il fallait montrer qu'on est... et elle m'a reçu, mais je pense que j'étais à côté de la plaque par rapport à ce que demande l'INSEAD comme type de profil, c'est-à-dire des gens hyper bright au sens concret. Moi, je pense que j'étais beaucoup trop fumeux. Et tu pourrais décrire un petit peu ça, ou cette perception que tu avais du coup des choses que tu appelles fumeuses? Je courais après un espèce d'idéal qui pour moi était un idéal, c'était, mais ça c'est mon problème à moi, en tout cas c'est le manque de confiance en moi qui se manifestait par le besoin d'avoir une casquette ou une étiquette d'une grande école ou d'un truc prestigieux à me coller sur le front. Et si tu avais travaillé, est-ce que tu travaillais différemment des gens, ou est-ce que ça se matérialisait différemment des autres personnes, des autres profils que recherchait peut-être plus l'école? Ça, tu pourrais décrire ou pas? Ta manière à toi d'appréhender l'information, d'appréhender les sujets, ou je sais pas. Moi, je pense que j'ai tendance à décortiquer les choses et à me poser des questions là où il n'y a pas lieu de s'en poser pour l'objectif à atteindre dans le cadre de ce type de formation. Donc je pense que par rapport aux autres, j'aurais été là encore en décalage, c'est-à-dire sans doute sûrement trop lent, pas assez efficace, peut-être pas assez entreprenant. L'INSEAD, c'est du business, c'est-à-dire faut vraiment que c'est difficile à expliquer, effectivement. Je vais le prendre par l'inverse, c'est-à-dire la sociologie, c'est de la recherche, en l'occurrence. Enfin, faire un DEA de sociologie, c'est de la recherche. En l'occurrence, j'avais choisi le thème des erreurs de recrutement, ou plutôt l'erreur de recrutement, comme thème, comme T'étais concerné aussi. Oui, mais c'était drôlement intéressant, mais oui, complètement. C'était une espèce de truc en abîme, quoi. Le gars qui s'interroge sur l'erreur de recrutement alors que lui-même a l'impression... Non, mais ça sans doute bien sûr pas par hasard. Et l'idée que j'avais, c'était que l'erreur de recrutement, c'est-à-dire ce qu'on appelle erreur de recrutement, de temps en temps, ou dans les bureaux des RH, c'est une espèce d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'en fait, soit on n'a pas recruté la personne adaptée au poste, c'est possible, mais je crois qu'aussi on appelle erreur de recrutement les gens, je dis bien, hein, quand on dit machin c'est une erreur de recrutement, c'est comme si on appelait machin erreur de recrutement. Je pense que c'est en fait une façon de ne pas reconnaître que soi-même on n'a pas mis tout ce qu'il fallait en œuvre. Je parle du manager, je parle du responsable des ressources humaines, qu'on n'a pas tout mis en œuvre pour faire que la personne en question soit intégrée. J'aurais tendance à penser en allant à l'extrême que, avec quelques a priori nécessaires quand même, enfin quelques préalables nécessaires, c'est-à-dire que la personne ait quand même quelques bases absolument incontournables, mais je veux dire en termes d'acceptation, d'intégration, je crois qu'il s'agit tellement d'une question humaine, d'une question d'adaptation au code, d'une question de fonctionnement, d'une question de confiance, d'une question de relation, de communication, que à l'extrême limite, on pourrait mettre n'importe qui dans un poste, encore une fois, à compétences techniques égales, si on prend tous les moyens pour que ça marche. Et donc cette notion d'erreur de recrutement, j'ai essayé de comprendre comment, alors ce que voulait dire erreur, ce que voulait dire recrutement, j'ai fait des tas d'interviews, je sais pas, 25 ou 30 interviews de gens divers, de patrons de boîtes, de DRH, de chasseurs de tête, d'organisations, d'associations, enfin, etc. Et en tout cas, ça a plu beaucoup à mon directeur de mémoire, et
donc j'ai eu j'ai eu une très belle note et j'étais très content. Et ça a été une des très grandes joies. Je parlais tout à l'heure de la fois où j'ai appris que j'étais admis en prépa et où j'ai eu mon bac. Je pense que j'ai eu une joie à peu près comparable à 40, je sais pas combien, 46, 7, 8. Et au point que, juste pour terminer, il m'a proposé, le type est professeur au Collège de France actuellement, et il m'a proposé à la fin de ma... Comment ça s'appelle, de ma soutenance, d'essayer de le publier. Alors je me suis dit, bon, c'est bien, ça va être un bon travail quand même. Dans quoi tu t'épanouis? Le théâtre, puisque j'ai la chance de faire du théâtre depuis une grande année maintenant. C'est une découverte totale. C'est sans doute quelque chose dont j'avais envie depuis longtemps, puisque j'ai un côté un peu, pas dire comédien, mais un peu... si, j'aime bien faire un peu le mariole, on va dire, ou faire le zouave. Et j'ai joué de la guitare en chantant dans des restaurants quand j'avais entre 18 et 20, ou entre 20 et 22 ans. J'ai toujours fait des textes, des chansons pour des anniversaires, des mariages, et quelques petites scénettes pour aller avec. Et là j'ai eu l'occasion de faire du théâtre, chose que j'aurais pas pensé faire de moi-même. Je ne cherchais pas à aller frapper à la porte d'un cours. Et j'ai saisi cette opportunité à bras-le-corps et je me régale absolument. Donc ça m'a apporté énormément de richesse et de liberté en même temps. De bien-être. De bien-être, oui. Et du coup, juste émotionnellement, par rapport à justement tes expériences de vie, parfois un peu rapeuses, enfin, disons un peu... Chaotique. Voilà, je voulais pas dire chaotique, mais chaotique. Si. Ouais. Ah ouais. Comment tu le vivais émotionnellement? Est-ce que tu avais des périodes de désespoir profond? Est-ce que tu avais des périodes de regard d'espoir? Est-ce que tu avais des périodes... Oui. Comment tu vois, émotionnellement, en gros, en résumé, ton trajet émotionnel, quoi, par rapport à ces petits moments de vie qui... Ça a toujours été, effectivement, émotionnellement, ça a toujours été en dents de scie. Moi, je me suis toujours promené dans des moments où j'étais soit effectivement très mal dans ma peau, parce que ce que j'entreprenais ou ce que je faisais ne marchait pas, ne fonctionnait pas, parce que je me rendais compte que j'étais en décalage avec les autres de façon très marquée. Ça te faisait quoi Ça me rendait triste et je considérais que c'était moi qui n'allait pas bien, Tu te remettais en question à chaque fois Je me remettais en question, c'est-à-dire que j'essayais de comprendre, oui. Oui, j'essayais de comprendre, avec l'aide d'ailleurs de thérapeutes, puisque j'ai fait appel à des rendez-vous thérapeutiques, psychothérapeutiques, depuis que j'ai 28 ans, 27 ans. Et qu'est-ce que tu leur disais? Je suis là parce qu'à l'époque tu savais pas, tu n'avais pas eu de diagnostic par rapport à une douance ou... Non. Qu'est-ce que tu leur disais globalement, Oui, c'est une bonne question. Résumé. Je sais même pas. Je suis là pour comprendre, je suis là parce que je comprends pas, j'ai l'impression d'être différent. Non. Pourquoi? Non, je crois pas. C'était plutôt par rapport à l'état émotionnel et d'humeur. Je pense que c'était plutôt par j'y arrive pas, ou je me sens pas bien, ou... C'était un constat de ton présent émotionnel à ce moment-là, quoi. Oui. Et quand as-tu réussi à comprendre, ou éventuellement, que c'était à cause de quelque chose d'extérieur à toi, en tout cas une interaction entre toi et le monde et toi, t'as réussi à comprendre ça quand? À quel moment? Tu veux dire la question de la douance? Par exemple, en tout cas, tu dis que avant d'arriver en disant je suis pas bien, voilà, c'était un état, et après donc t'as compris que... C'est aussi que le décalage maintenant, apparemment tu le vis différemment, par exemple. Je l'ai accepté, j'allais dire. Voilà. Je cherche pas à jouer les normaux, pardon pour ce terme, je sais pas comment dire autrement, les normaux pensants,
Je cherche pas à m'intégrer à tout prix, je cherche pas à faire comme tout le monde. J'ai une certaine... c'est drôle, j'ai toujours eu en même temps une certaine... vous allez me juger bien arrogant, mais une certaine... à la fois j'étais mal dans ma peau de façon générale, et à la fois j'avais une certaine satisfaction de moi-même et une certaine satisfaction de me sentir différent. Mais je passais soit par effectivement une espèce de pas de jubilation, mais pas loin, quand tout va bien, une espèce de forme extraordinaire, et puis quand tout va mal, ça va mal, mais mal. Donc c'était des sinusoïdes très très accentués. Et cette intensité-là, tu la ressens toujours dans Beaucoup même dans moins. d'autres domaines ou... Beaucoup moins. D'abord, il y a beaucoup moins de down, et les ups sont peut-être moins hauts, mais plus vivables en même temps. Alors, c'est un peu dommage, d'une certaine manière, j'allais dire, parce que c'est un peu plus normal comme façon de fonctionner, mais je pense que c'est surtout plus agréable, globalement. Plus harmonieux. Plus harmonieux et plus propice à des réalisations que des dents de scie trop marquées. Et dans ce que tu as dit là de ton parcours, du coup c'était souvent la carrière qui était au cœur de tes enjeux personnels. Oui. Le social ou le relationnel, ça s'est passé comment? J'ai toujours eu la chance, non c'est pas la chance parce que c'est moi qui m'en suis occupé, je disais que j'avais pas de copains quand j'étais enfant et adolescent, jusqu'à l'âge de 15 ans, 14-15 ans. Et après, ma fille me le disait d'ailleurs il y a quelques mois, elle m'a dit qu'il y a quelque chose qui pas dire qu'il étonnait, c'est pas le mot puisqu'elle le sait depuis toujours, mais qui l'impressionnait, je sais pas quel est le terme exact, c'est le fait que j'avais énormément de copains. Et dans des groupes différents, etc. Donc j'ai effectivement la chance, parce que c'en est une, mais en même temps, c'est pas que de la chance, d'avoir cette facilité de contact, d'être en relation, etc. Mais je suis aussi en même temps très capable, quand je me sens pas bien, de ne voir personne, de ne pas décrocher mon téléphone, et ça peut durer des jours, des semaines, c'est arrivé à plusieurs reprises. Mais c'est de moins en moins vrai. Et donc là, par rapport à ça, j'ai le sentiment vraiment que le fait de savoir que je fonctionne différemment est quelque chose qui a été extrêmement précieux, parce que ça m'a permis effectivement de l'apprivoiser et de ne pas considérer que j'étais juste pas bien, quoi. Enfin, pas bien, un peu barjot, quoi, comme je me suis souvent... Et c'était à quel moment, en fait, t'as appris ça? À quel moment? Il y a 3 ans. C'est très très récent. Okay. Par rapport à mon âge, à mon parcours, c'est très récent. Et est-ce que tu te souviens pas de ce que ça t'a fait sur le moment, mais du moment où on te l'a appris il y a 4 ans, pardon. Il y a 4 ans. 4 ans et jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'évolution qu'il y a eu en toi sur ta perception justement de son histoire aussi. Ouais. Pardon? Par exemple, ton fonctionnement, tu dis que maintenant, tu as accepté un petit peu ce fonctionnement-là, mais tu l'as pas décrit en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des mots aussi pour décrire ça? Ou un peu plus qu'avant? En quoi ça te touche? Moi, c'est pas très original, mais j'ai une sensibilité assez développée. Exemple. Je remarque les choses, je repère les mots que j'entends dans la bouche des gens avec lesquels je parle, je remarque de façon très détaillée les comportements, les attitudes physiques, les tons de voix, je suis susceptible. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore?
Je découvre en même temps. Hein. J'ai lu des choses sur le sujet, mais je découvre beaucoup de moi-même. Ça paraît curieux, mais pourquoi pas, compte tenu du stade où j'en suis arrivé dans ma vie. Mais j'ai l'impression d'être... enfin, c'est pas l'impression, je découvre énormément de choses. Quoi. J'ai une jeunesse de découvrir. Ce qui m'amuse, par exemple, le fait de faire du théâtre de démarrer le théâtre à 62 ans, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui se lancent là-dedans à cet âge-là. Et ça, je me fais plaisir en me disant, waouh, c'est génial de faire ça. Qu'est-ce que te disent tes proches par rapport à ça? Tes proches, tes amis, certains de tes amis? Est-ce qu'ils sont étonnés? Non, mes proches, ils ne sont pas étonnés. Mais j'ai des tas de copains qui n'ont jamais compris comment je fonctionnais, en fait. C'est encore tes copains? Ben, ouais, mais je me pose des questions de temps en temps. Je me pose des questions. Il y a des gens qui s'éloignent, il y a des gens dont je me rends compte qu'on fonctionne de façon tellement... Il y a des gens qui supportent pas mes originalités, mon type d'humour, ma façon, mon humour décalé et une façon de tourner en dérision pas mal de choses. Pardon, je t'ai interrompu, c'est quoi par exemple? Tes particularités, ou ce qu'ils trouvent qui est particulier. Moi j'aime bien déconner. Déconner, ça veut dire faire des jeux de mots éventuellement, ça veut dire raconter des blagues, ça veut dire... pas raconter des blagues au sens c'est Toto qui... etc. Mais rebondir sur des choses que j'entends pour faire rire en fait, éventuellement, enfin, pour essayer du moins. C'est de faire des observations souvent un peu décalées pour voir ce que ça donne. Tu testes un peu, ça, oui. C'est une manière d'apprendre. Et aujourd'hui, cette façon de tester, je l'ai complètement intégrée, je veux dire. C'est-à-dire que je teste volontairement et en étant bien dans ma peau. Alors qu'avant, je pense que je testais pas forcément volontairement et en n'étant pas forcément bien dans ma peau. Ça devait être beaucoup plus inconscient. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus conscient. Moi, désolée, j'ai une question qui me reste inassouvie. Je suis pas claire peut-être quand je la pose, mais du coup, est-ce que tu as dû réviser ton histoire, l'histoire de ta vie en fait? Ah oui, je l'ai fait. Et moi, c'est ça que j'ai envie de savoir en fait. C'est qu'est-ce que ça t'a fait? Comment tu l'as révisé? Comment tu te sentais émotionnellement quand tu le faisais? Est-ce que ça t'a libéré? Est-ce que ça t'a fait, au contraire, sombrer? Est-ce que ça t'a fait un peu tout ça, quoi? J'ai envie de savoir ça en fait. Mais déjà, ça fait 3 ans que je fais un travail d'analyse, de psychanalyse, que j'ai décidé d'entreprendre parce que c'est la seule chose, j'allais dire, que je n'avais pas faite jusqu'à présent dans ce domaine-là, c'est-à-dire dans le domaine de la recherche sur soi. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai souvent traversé des périodes où j'étais pas bien, où j'étais déprimé, où j'étais de ce type-là, enfin de ce genre d'état, et dans lesquels d'ailleurs on m'a conseillé, on m'a prescrit des médicaments, des antidépresseurs, etc., qui n'ont pas eu forcément beaucoup d'effets, enfin en tout cas qui n'ont rien changé sur le fond. Et puis j'ai décidé d'entreprendre une psychanalyse un peu par hasard en rencontrant quelqu'un, en rencontrant un psychanalyste. Et je pense que j'étais à ce moment-là mûr pour ça, c'était pas du tout en désespoir de cause, mais c'était parce que je me suis dit, tiens, allez, allons-y, essayons, voyons ça. Et ça m'a fait énormément de bien. Et donc, à travers l'analyse, je revisite évidemment mon parcours à la lumière aussi de cette information selon laquelle je fais partie de ces... appelons-les comme on veut. Et... Ça te fait du bien? Ça me fait un bien immense. Ça me fait un bien immense. Immense. Et c'est pourquoi? Parce que tu peux finalement verbaliser des choses sur le sujet? Oui, parce qu'on entend tout et son contraire sur la psychanalyse. Je pense qu'il y a aussi tout et son contraire sur les psychanalystes, et puis il y a aussi des psychanalystes, et puis il y en a d'autres, et puis il y a autant de psychanalystes que de personnes différentes. Moi, je travaille avec quelqu'un qui me convient très très bien, mais en tout cas, ça se passe très bien, et je me régale
de pouvoir effectivement exprimer, verbaliser des choses que je pense, que je ressens, enfin tout ce que j'ai envie de dire d'ailleurs. Et ça, c'est absolument extraordinaire. D'une part, d'autre part, autre observation, si je puis dire, quand je revisite mon parcours, aujourd'hui je me suis un peu calmé, mais j'ai eu pendant des mois, j'ai eu un épouvantable sentiment de gâchis. De gâchis, c'est-à-dire de gâchis, quoi. De ne pas savoir, de ne pas avoir su comment prendre les choses, de ne pas avoir su comment m'orienter, de ne pas avoir su... bon bref, je pense qu'un enfant, un adolescent, un jeune adulte, etc., plus tôt il sait qu'il fonctionne différemment et que c'est pas grave, que c'est peut-être même aussi une chance quelque part, plus il a des chances de se sentir bien dans sa peau. Moi, je me suis ramassé professionnellement, je me suis ramassé affectivement, je me suis ramassé relationnellement, tout en ayant une certaine force en moi en même temps, je suppose, parce que ça aurait pu être... oui, ça aurait pu mal finir, peut-être, je sais pas. Moi, j'ai traversé des moments pas très drôles. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, je dis depuis 3 ans, parce que c'est à peu près là... Et c'est peut-être plus récent que ça. C'est peut-être simplement depuis 1 an et demi. En tout cas, le démarrage de l'activité théâtre, je reviens là-dessus, m'a fait un bien absolument immense. Absolument immense. Cette possibilité de bouger devant les autres, devant le regard des autres, qui a toujours été un gros problème pour moi. Justement parce que je ressentais que ce regard était sans doute celui de mes parents au départ. Il y a des raisons à tout ça, mais que le regard des autres était souvent très, très celui d'un juge, quoi, d'un juge, d'un censeur potentiel et vraisemblable même. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens qui comme toi, doivent se réviser, réviser leur histoire? Quelque chose que moi, qui m'a beaucoup manqué et qui me manque peut-être, enfin qui me manque au sens... c'est d'essayer peut-être d'être plus indulgent envers soi-même, d'être plus bienveillant envers soi-même que peut-être le sont ceux qui ont une quête de bien-être ou de réussite diverses. Parce que la dureté envers soi-même entraîne un manque de satisfaction, un manque de bien-être justement, qui peut être très pernicieux et qui peut être une espèce de cercle vicieux qui empêche de faire. Maintenant, revoir sa vie... Des fois, c'est revoir aussi le présent, en fait, différemment. Voir le présent. Moi, je pense que j'ai été... C'est une image que j'emploie souvent, et ça ne concerne que moi, enfin, en tout cas, c'est très personnel. Je pense que du fait de mon histoire, et je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que du fait de mon histoire personnelle d'enfant et d'adolescent, je suis parti très très loin, très très haut dans les nuages, avec une espèce d'inconscience et d'insouciance mêlées. Et puis de décalage par rapport à la réalité et au concret très grand. Et petit à petit, hélas, en prenant des claques, j'ai atterri à du plus concret, à du plus réel, à du plus... Et tu trouves ça mieux de ne plus être dans les nuages? Mais oui, parce que là, j'étais complètement paumé. En même temps, ça n'empêche pas de pouvoir retourner dans les nuages quand on en a envie. Je veux dire, le côté rêveur demeure sans doute, ou imaginatif, mais c'est pas une contrainte, quoi. C'est pas un... T'es pas défini par ça, quoi.
Non, je ne suis pas défini par ça. Non, non, je ne crois pas du tout. Et ton regard sur le monde, il est comment? Tu pourrais en parler? C'est quoi le monde? Euh, Bonne question. C'est à toi de définir la manière dont tu as envie de prendre la question. Tu peux prendre un essence qui te paraît... Mon regard sur le monde, il est... Je vais dire que le biais que je préférerais prendre, mais je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin dans la définition, c'est le biais philosophique. C'est quelles sont les valeurs, c'est quelle est la morale, c'est quel est et Dieu dans tout ça, comme dirait Chancel. Ce sont des interrogations à la fois sur je dirais à la fois métaphysique, philosophique et psychique au sens comment, parce que encore une fois je m'intéresse beaucoup maintenant à l'analyse, enfin à l'analyse, enfin... À l'introspection. Oui, mais l'introspection, j'allais dire, c'est un terme mécanique. Je veux dire, au fonctionnement de la psyché, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme, les hommes, les femmes ont dans la tête. Qu'est-ce qui les fait agir, qu'est-ce qui les fait bouger, quelles sont leurs émotions, quelles sont leurs envies, quels sont leurs projets, quels sont leurs freins, quelles sont leurs limites, quelles sont leurs contraintes. Et ça devient quelque chose qui commence à me passionner sérieusement. Et tout ça, ça façonne le monde, justement. Est-ce que tu pourrais décrire ta pensée? Comment est-ce que toi tu penses? C'est quelque chose auquel tu as réfléchi déjà? Non. Peut-être, mais je suis incapable de te répondre comme ça. Est-ce que c'est des choses que tu visualises? Est-ce que c'est des sons? Il y avait un côté fumeux, ouais. Là. Est-ce que c'est... T'as rien concret? Elle s'organise comment? Non, moi je suis assez contemplatif en fait, si ça répond à ta question. Oui, ça va. Je suis assez contemplatif. J'aime faire, j'aime réaliser, c'est très difficile comme question. Je suis pas sûr d'y avoir suffisamment réfléchi pour en parler vraiment. Je papillonne beaucoup. Je touche un peu à tout. Je suis très... Ah oui, c'est difficile. J'ai l'impression d'être multidirectionnel en permanence. Et j'ai énormément de mal, par exemple, à me focaliser sur un truc. Enfin, j'y arrive, mais j'ai toujours l'impression, en me focalisant sur quelque chose, que je passe à côté du reste. C'est-à-dire que c'est surtout le fait de passer à côté du reste qui m'inquiète plus que le sujet sur lequel je peux me focaliser. Ça décrit pas ma pensée, ça, mais... Ça décrit quand même un fonctionnement, en tout cas de pensée. J'ai une espèce de soif énorme, inextinguible d'appréhender, je ne vais pas dire de prendre, je ne suis pas un prédateur, je crois, mais de saisir, de comprendre, de voir, de percevoir, de sentir, Là j'entends le merle qui siffle dehors, je me régale, j'adore les merles en plus. Donc ça c'est un côté contemplatif, effectivement. Mais en même temps, voilà, j'ai l'impression que j'ai pas assez de temps, j'ai l'impression que je voudrais en même temps écrire un bouquin, apprendre à jouer sérieusement de la guitare, faire du théâtre mieux.